très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Bernard Murat. Bonsoir. Alors, Bernard Murat, donc vous êtes comédien, metteur en scène à succès, directeur du théâtre Édouard VII, mais vous êtes ici ce soir parce que c'était vous, la voix de Fred dans Scooby-Doo. Alors Bernard, vous avez aussi doublé Fonzie dans la série Happy Days. Oui. Vous pouvez me faire un cool, là? Cool. Et Bruce Lee. Bruce Lee, Oui, vous l'avez doublé beaucoup, dans Opération oui. Dragon. Oui. Vous pouvez me faire un ouah, ouah. Non, il y avait aussi les... Voilà. Alors Bernard, vous connaissez l'émission. En P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre adolescence, de vos engagements politiques, de votre travail de metteur en scène, jusqu'à votre triomphe au théâtre Édouard VII. Est-ce que si ça continue à bien marcher, il y aura un théâtre Édouard VIII? Non, ça s'appellera toujours Édouard VII parce que Sacha Guitry l'avait appelé Édouard Recette. Ah, bonne vanne de Sacha Guitry. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Éric Zemmour, pour son livre « Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais vous avez tort ». Non, en fait, le livre s'appelle « Mélancolie française ». Très joli titre, oui. Très joli, c'est publié chez Fayard de Noël. Et à l'occasion, Éric Zemmour nous dira ce qu'il pense des livres écrits par des stars de la télé. Toujours en P2, nous recevrons François-Xavier Demaison pour son film « Sans laisser de traces ». Avec Benoît Magimel, François-Xavier Demaison nous dira que c'est un film super. Le problème, c'est qu'il a déjà dit ça pour Disco et pour Coluche. En P3, après Guillon et le zapping, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Éric Brun-Sanglard, pour son livre témoignage publié aux Presses de la Renaissance. C'est l'un des architectes d'intérieur les plus connus du monde. Il a fait la décoration de la maison de Penélope Cruz. Accessoirement, il est aveugle. L'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors Bernard, rebonsoir. Donc la question qui nous brûle les lèvres à tous, vous qui êtes dans le théâtre, est-ce que vous avez des nouvelles de Roger Hart et Donald Cardwell? Malheureusement, je crois qu'ils ne sont plus là. Les deux. Les deux, oui. Alors vous êtes ici pour nous dire que oui, vous existez vraiment, Bernard Murat, que c'est pas juste un nom qu'on met en bas des affiches pour faire bien. Vous êtes vraiment là. Vous dirigez un théâtre privé, donc Édouard VII. Est-ce que privé, ça veut dire privé de subvention? Oui. Oui. Vous n'avez Oui. pas d'argent de l'État, vous? Non. C'est l'avantage au théâtre privé, c'est que quand on n'est pas bon, on n'est pas payé. Ah oui, ça c'est sûr. Au moins, on le sait tout de suite. Oui. Voilà. Alors, pour remplir cette salle, vous avez su convaincre des stars du cinéma de venir se risquer au théâtre. La liste est impressionnante. Emmanuel Béard, Daniel Auteuil, Christian Clavier, Sophie Marceau, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Philippe Noiret, Charlotte Rampling, Jean Reno. Bravo, bravo. Vous avez relancé le théâtre. Alors actuellement, vous signez la mise en scène d'une pièce de Jean-Claude Carrière qui s'appelle Audition au théâtre Édouard VII avec Jean-Pierre Mariel, Audrey Dana, Manu Payet et Roger Dumas. Hubert Samacari et Kim Thiriot. Voilà. Alors, la pièce, c'est 3 comédiens, donc qui attendent pour une audition. Oui. Ils viennent pour voir si ce jour-là, il y aura un rôle pour eux. Alors, il y a ceux qui sont là depuis longtemps, il y a ceux qui viennent souvent. Et puis celui qui arrive pour la première fois, Ouais. le Candide, on peut dire, et qui est joué par Manu Payet, donc qui va essayer de comprendre comment ça se passe. Et en même temps, c'est une allégorie par rapport à la vie, par rapport au fait d'être regardé. Quand quelqu'un... Bon, aujourd'hui, tout le monde a envie de passer à la télévision, mais c'est un petit peu ça le sujet de fond de la pièce. Alors, ça marche bien. Donc, alors, drôle de parcours quand même, parce que pour en arriver là, ça a été long. On va prendre les choses au début. Oh là là, ça fait loin maintenant. Ah oui, c'est loin. Vous naissez à Oran en 1941, descendant d'Ardéchois. Alors, il s'appelait Vallier du côté de votre mère. Vous savez que vous êtes sans doute parent avec Elisabeth Guigou, dont le nom de jeune fille est Vallier, et son père vivait au Maroc. Il avait des arbres fruitiers au Maroc. C'était des cousins, je pense. Alors, votre père travaillait dans la banque, un peu par hasard. Hein, c'est un rêveur, votre père. Ma mère nous disait qu'il était tout le temps dans la Lune, mais c'est vrai qu'il était beaucoup dans ses pensées. Malheureusement, il est parti très tôt, puisqu'il avait 46 ans. Et il est mort d'une crise cardiaque en 5 minutes. Hein. Comme Michel Berger, après un tennis. Ouais. Sous la douche. Vous étiez jeune, vous?
J'avais 11 ans et demi, oui. Ah, voilà. Alors, votre père était proche de Pierre Mendès France. Il vous a légué votre conscience politique qui vous a amené très tôt à prendre position pour l'indépendance de l'Algérie. 15 ans, bon, c'est l'âge de l'engagement pour la justice, voilà. C'est vrai que c'est une rencontre entre une génération qui avait 15 ans à cette époque-là et un événement comme la guerre d'Indochine avant ou comme la résistance avant. Ah oui, ça rigolait pas, il y avait des morts dans les rues, quoi. Il y avait des attentats, c'était assez violent pour un adolescent, cette histoire. C'est un drame. Alors, déjà à l'époque, adolescent, on vous trouve des aspirations artistiques, un don pour le dessin, on pense que vous ferez peut-être les beaux-arts, mais la rencontre déterminante pour vous, ça sera pendant les vacances, où vous rencontrez des jeunes comédiens du cours d'Ulin. Absolument, oui. Vous savez, c'est triste de perdre son père, la vie change. D'un seul coup, on est un peu libre parce que la mère est plus laxiste. À l'époque, ça se faisait pas tellement, à 15 ans, de partir à Cap d'Aille dans un camp de jeunes comme ça. Bon, et ça a été assez extraordinaire, quoi. On s'est bien marré tout l'été. Et là, j'ai rencontré effectivement 3-4 jeunes, notamment, enfin, quelques très belles filles aussi, je me souviens. Et donc, on s'est donné rendez-vous en septembre pour se revoir. Et ils m'ont emmené au Palais de Chaillot. Et c'est là que ça a commencé. Voilà. Alors, à l'époque, vous êtes déjà très engagé politiquement. Vous adhérez au PCF. Oui, toute la jeunesse était très politisée. J'ai l'impression qu'entre 45 et 68, aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas se rendre compte de ce que c'était que la politique. C'était vraiment le débat d'idées. C'était à la fois aussi, quelquefois, la castagne, comme on disait, mais en même temps, ça faisait partie de la vie, du raisonnement, quoi, de quotidien. En 68, vous comprenez que le Parti communiste français se méfie plus de l'extrême gauche que de Gaulle, qui ne veulent pas vraiment la révolution. Et je découvre à ce moment-là le trotskisme. Voilà. Et là, vous devenez lambertiste. Courant trotskiste, qui est dirigé par Pierre Boussel, alias Pierre Lambert, qui est décédé en 2008. Monsieur Lambert, c'est un peu votre gourou quand même, non? Mais c'était une secte, bien sûr. Il y a un phénomène sectaire, mais comme dans tous les groupes humains qui croient à une seule vérité. Il y avait un chef, quand même. Mais c'est vrai que vous donniez un peu de votre pognon. On donnait beaucoup de temps et un peu de pognon. Combien? C'était 10%, oui, mais c'est pas... Ah ouais, c'est pas mal quand même, déjà. Les agents vous coûtent aussi cher, ils ne vous rapportent pas plus. Issu de cette mouvance, il y a aussi Mélenchon, Cambadélis, Benjamin Stora, Bertrand Tavernier, Pierre Marcel, qui signe dans Libération, et Lionel Jospin. Les noms que vous venez de citer prouvent que Lambert ne se trompait pas trop quand même, parce qu'il y a quand même de la qualité là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est pas mal. Hein. À l'époque, vous n'avez rien de plus marrant à faire que ça, quand même. Et voilà, oui. C'est marrant. Mais c'est une bonne question, Thierry. Je me la pose souvent le soir en m'endormant. Non, mais c'est vrai. J'ai passé 15 ans de ma vie à m'occuper des autres. Oui. C'est fou, quand mais même. ça n'empêchait pas tout ce que vous dites. Je tiens à dire que c'est là que j'ai rencontré la femme de ma vie, qui est toujours ma femme aujourd'hui, au bout de 37 ans. Voilà. Alors, parallèlement à votre engagement politique, vous essayez de faire l'acteur. Alors, à l'époque, vous dites « J'adorais faire l'acteur, mais mon 1m69 était un peu rédhibitoire. » Oui, parce qu'on nous disait toujours « Tu ne pourras pas embrasser une femme ». Alors moi, je me souviens, quand j'étais au centre de la rue Blanche et au conservatoire, on me faisait passer un personnage qui s'appelle Fortunio dans le théâtre de Musset. Et Jacqueline, qui est le personnage féminin, c'était Robert Manuel, que j'aime beaucoup et qui n'est plus là, malheureusement, qui était mon professeur et qui me mettait dans les bras de Claudine Auger, qui faisait 1m80 sans talons. Et il fallait que je lui déclare ma femme et qui avait une poitrine qu'elle a toujours. Bonjour Claudine, ça va, mais qui était célèbre. Et donc j'étais à la hauteur de... Je jouais avec ses simples, voilà. Mais je suis quand même rentré au conservatoire de Fortunio. Voilà. Voilà, et donc là, vous faites du doublage à ce moment-là, et c'est là que vous doublez aussi, de Scooby-Doo, Woody Allen, Al Pacino, Richard Dreyfuss. Ryan O'Neill, Jeff Bridges. Alors, c'est la mise en scène, donc ensuite, qui va vous apporter la célébrité. Vous la trouvez mise en scène comment, mon émission? Ah bah bien, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez metteur en scène de l'émission? Ah, rien. Non, c'est très bien. Non. Ça vous va? Je veux bien coproduire, si vous voulez. Et nous accueillons Éric Zemmour et François-Xavier de Maison. Éric Zemmour, bonsoir. Bonsoir. Vous avez déclaré récemment « Le système télévisuel actuel fonctionne avec des acteurs, des animateurs et des écrivains qui vont faire des promos sur le petit écran. Moi, je ne suis pas dans ce spectacle et je le dénonce.
Je suis un hérétique de mon époque, et donc ce soir, nous sommes heureux d'accueillir un hérétique pour faire sa promo sur le petit écran. J'ai dit ça, moi Moi, j'ai pas dit ça, moi. Ah, si. Non, j'ai pas dit ça. Je l'ai pas dit comme ça. Vous l'avez dit dans Télé 7 jours. Non, j'essaie d'expliquer qu'aujourd'hui, la télévision promotionnelle, tout le monde est un grand écrivain, un grand artiste, et que j'essayais de remettre un peu de hiérarchie, c'est tout. Alors, vous êtes chez Ruquier, au Figmag, iTélé, RFO, la chaîne Histoire, désormais RTL. Ça marche bien comme boulot hérétique. Mais alors, c'est drôle ce que vous dites. Ça m'a desservi pendant 15 ans. Et là, vous avez raison. Il y a un appel d'air parce que... Clair. Voilà. Alors, malgré cette course effrénée dans les médias, vous avez donc trouvé le temps d'écrire un livre. Mais rassurez-nous, c'est pas un livre écrit à la va-vite par une star de la télé, non? Je crois que c'est un vrai essai historique et que ça se voit et que je l'ai écrit moi-même. Maintenant, on dit quand on a écrit ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il en a pensé, Éric Nolot? Voilà. Pas encore, je ne sais pas. C'était la question suivante, bravo. Ouais, de maison. Mais ouais. Si t'as rien à foutre, hein. Alors, qu'est-ce qu'il en a pensé, Éric Nolot? Je ne sais pas encore. J'ai pas eu... Il est sorti qu'hier. Donc le livre s'appelle Mélancolie française, l'histoire de France racontée par Éric Zemmour. C'est publié chez Fayard et De Noël. Et donc l'histoire de France racontée par Zemmour, ça s'arrête en 732, à l'arrivée des Arabes à Poitiers. Moi, j'en ai même pas parlé. Oui, je sais. Alors, sérieusement, ce livre parle de l'ambition de la France, d'être reconnue comme l'héritière de Rome, ambition sans cesse contrecarrée par Carthage, alias la perfide Albion, et par l'Allemagne, à qui Napoléon a appris à être une nation. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que notre destin, depuis Clovis, c'est de devenir le successeur de Rome, et donc l'Empire romain. Alors évidemment, il y a eu à chaque fois des nouvelles raisons d'y croire. Il y a eu les colonies, évidemment, la colonisation, c'est une grande ambition de la gauche, d'ailleurs, il faut s'en souvenir quand même. Tout à fait. Il y a eu De Gaulle, il y a eu l'Europe. Il y a eu même 14-18. Oui. La victoire de 14-18. Clémenceau a cru pouvoir refaire l'Empire romain avec la Belgique, la rive gauche du Rhin, le nord de l'Italie. Tout ça, c'était, entre guillemets, destiné à la France. Alors, aujourd'hui, dites-vous, la mécanique est cassée, est menacée par les nouveaux barbares, comme Rome a été menacée par les Ostrogoths, les Visigoths, etc. Et pour vous, l'Empire est à l'heure de la chute. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a de plus en plus des concentrations ethniques, des concentrations ethnico-religieuses dans des régions où, en fait, on a une immigration, en général, arabo-africaine, musulmane, qui se concentre dans certaines régions. Pourquoi? Parce que les autres, les autochtones, si vous voulez, ceux qui étaient là, s'en vont de plus en plus. Les gens se séparent de plus en plus. Il y a eu une époque bénie, les années 70, 80, où les gens se mélangeaient vraiment et vivaient ensemble, etc., selon la tradition française. Et là, on sent bien depuis 10 ans que ce modèle est en train de mourir et que les gens se séparent petit à petit. Donc pour vous, ça, c'est le signe de la déliquescence. Et ça m'affole, évidemment. Moi, j'ai vécu le stalinisme de l'intérieur même des organisations syndicales et je dis que la méthode qui consiste à prendre une théorie et à chercher son application, c'est le début de la fin. Parce qu'il faut avoir l'esprit plus ouvert que ça. Enfin, je trouve que la société a changé là, dans les 10 dernières années de façon hallucinante. Que ça aille vers une décadence, ça n'est pas prouvé, Ou alors, tous les États, quels qu'ils soient, y compris l'impérialisme américain, sont dans la même situation. Aujourd'hui, moi, j'ai plutôt tendance à vouloir, peut-être c'est volontariste, mais à vouloir faire confiance à ce melting pot, à tout ce qui est en train de se mélanger en ce moment dans ce pays. Ça, on en parlera tout à l'heure donc, dans le commentaire d'actu. En attendant, je voudrais vous faire réagir sur une phrase de Jean-Marie Durand dans Les Inrecuptibles, qui vous appelle le clown de droite. Il dit, finalement, Zemmour, il fait un peu le clown chez Ruquier, mais au fond, c'est quand même un pur idéologue réactionnaire. C'est le Sarkozy des médias. Il est cautionné par les patrons des chaînes par un souci cynique de l'audience, mais au fond, il est dangereux. Dans les années 30, il y a eu une réunion de la 3e internationale, donc sous domination stalinienne, qui donnait conseil à tous les partis communistes de taxer tous les adversaires de fascistes et de réactionnaires. C'est vrai, mais ça a marché. Et dans les années 80, les antiracistes, vous vous souvenez, ont fait la même chose. Les Inrocks continuent sur cette lignée, donc ils n'argumentent pas, ils insultent. Moi, réactionnaire, ça me vexe pas, ça veut dire je réagis à l'ordre dominant qu'ils représentent. Donc moi, ça me va. Et si je fais de l'audience, ça prouve que les gens sont intéressés par ce que je dis. Ça prouve qu'ils sont quelque part représentés par ce que je dis. Bon, ben, c'est normal que je puisse m'exprimer. Alors, pour finir, là, vous avez écrit donc une histoire de France, Éric Zemmour. On va voir si vous touchez votre bille. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans?
Oula, bonne question. Un peu plus de 100 ans. Moi, je dirais 112, 113, mais... C'est 116, bravo, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, François-Xavier de Maison, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous annoncer que ça y est, basta, merde, vous laissez tomber le showbiz et vous reprenez vos activités d'avocat fiscaliste à New York. Voilà. Non, c'est vrai, il a été approché par Johnny Hallyday, non? Il y a du boulot. Ouais. Vous avez des fiscalisations, loi Robien à nous proposer? Et j'ai un certain nombre de petits produits à vous Bah oui, proposer bien à l'issue sûr. de cette émission. Non, en fait, la vérité, c'est qu'il a constaté qu'on se droguait moins dans le showbiz en France que dans la finance C'est à vrai, New York. c'est vrai. C'est vrai ou pas? Il y a moins de drogue. C'est vrai. Alors c'est dommage que vous arrêtiez de faire du showbiz parce que votre dernier film, Sans laisser de traces, de Grégoire Vigneron avec Benoît Magimel, Julie Gaillet et Léa Seydoux, qui sort en salle mercredi, est un très bon film. Ouais, c'est un rôle passionnant parce que c'est un type qui est vraiment pulsionnel, instinctif. C'est une sorte d'enfant comme ça, de type dangereux malgré lui parce qu'incontrôlable, quoi. Ouais. Alors, vous avez un regard dans ce film, c'est un regard un peu méchant. Vous avez pris exemple sur Zemmour ou quoi? Hein? Je donne pas mes sources, mais... Faites-le le regard, là. Ah ouais. On va voir à quoi ça ressemble. Votre nouveau président-directeur général, Étienne Meunier. Étienne ? Patrick Chambon, lycée Paul Doumer. Je dirige un groupe industriel. Grosse boîte. 15 000 personnes. Et c'est toi le boss ? Et toi, t'es un bon, t'es un pur. Ben non, justement. Un jour, un type nous a envoyé un projet par la poste. Et je me suis approprié la formule. On y va. Tu lui vides ton sac, tu lui demandes pardon. C'est ce que tu veux au fond, non ? Te soulager. Je vous demande pardon. C'est touchant. Mais moi, là-dedans, qu'est-ce que j'y gagne? Je suis prêt à vous dédommager. C'est pas ça qui me rendra ma vie. Je veux que votre vie s'effondre comme la mienne s'est effondrée jusqu'à devenir un petit précipité noirâtre dont tout le monde se fout. Bon, allez. Je vais vous faire le procès du siècle. Il est mort. On se casse, Étienne ! Je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se voit plus du tout. Tiens, t'as de quoi démarrer quelque chose. Faut que t'oublies ce qui s'est passé hier soir, Étienne. Ça marche pas comme ça, Patrick. T'as tué quelqu'un. Oui? Je suis la fille de François Michelet. J'aurais aimé m'entretenir avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes la dernière personne à avoir parlé à mon père. Le lieutenant Kaczynski. C'est bizarre comme crime. Rien n'a été volé, il n'y a pas de mobile apparent. T'aurais pu me prévenir? Mais tu penses à quoi, bordel? Tu devais disparaître. Je sais. Tu devais disparaître. Monsieur Chambon va travailler pour nous. Ça fait longtemps que t'as une garçonnière? C'est juste une fille que j'essaye d'aider à s'en sortir. Tu réalises que c'est une adolescente. Patrick Chambon vient d'être arrêté. C'est bizarre ce lien que vous avez avec la victime et le meurtrier. Je pense que cette discussion est terminée. Il faut que je te parle de quelque chose. Fleur. Vous voulez quoi? C'est quoi les chances de retrouver des types comme ça? Soit c'est complètement gratuit, soit c'est très complexe. Mais dans ce cas-là, on a peut-être une chance. Pourquoi? Parce que quand c'est compliqué, les gens font toujours des erreurs. Voilà, donc, Sans laisser de traces, de Grégoire Vigneron, avec notre ami de Maison. Vous êtes très très bien là-dedans. Vraiment, Merci, vous avez Thierry. un potentiel dans Je ce sais genre que de vous rôle. dites ce que vous pensez. Ah oui, non, vraiment, vous avez un grand potentiel. Il y a deux gonzesses d'enfer. Julie Gaillet et Léa Seydoux, quand même, sont magnifiques. Et Magimel, voilà. Benoît qui est super, qui prend une maturité, je trouve, de plus en plus. tout à fait. C'est un bonheur de travailler avec lui, vraiment. C'est en salle mercredi, voilà. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 1. Et c'est Rokhaya Diallo, présidente de l'association Les Indivisibles et chroniqueuse sur RTL et à la matinale de Canal+, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Lundi, c'était la première journée sans immigrés organisée en France. Et le message était simple, l'immigration est une richesse pour notre pays et pas une menace. En fait, l'idée vient des États-Unis. En 2006, plus d'1 million de latinos issus d'immigration ont revendiqué une meilleure place dans le pays de leur cœur en agitant le drapeau américain. Ah, c'est sûr qu'en France, on était loin du million. Et puis, on n'avait pas sorti les drapeaux. En même temps, on peut comprendre, la France se vante d'être la patrie des droits de l'homme.
Alors qu'en vrai, on n'y est pas toujours très bien accueilli. Par exemple, en 1930, Picasso a demandé à devenir français. Ah, ça, on aurait pu se la péter, hein. Mais la préfecture lui a refusé la nationalité. D'une, il parlait mal français. De deux, il était vaguement communiste. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, les cocos nous font marrer. Nous voulons rassembler toute la gauche. Mais à l'époque, c'était le parti de l'étranger. On les représentait avec un couteau entre les dents. Il leur manquait plus qu'une burqa, tiens. Mais bon, avec le temps, en France, tout finit par s'arranger. Aujourd'hui, c'est un communiste qu'on offre un modèle aux petits Français. Quant à Picasso, bah, c'est quand même le monospace le plus vendu en France. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors, Rokhaya Diallo, bonsoir, donc. Vous êtes chroniqueuse sur RTL et présidente des Indivisibles. Alors, les Indivisibles, ça vient de la Constitution française qui dit « La France est une république indivisible ». Pour vous, en fait, la peau, l'origine, la religion ne doivent pas donner lieu à une désignation particulière. Vous n'êtes pas noire, en fait. Je suis une Française, je ne suis pas une Française d'origine X ou Y, ni issue de telle ou telle souche immigrée. Je suis une Française comme les autres. Alors, tout à fait volontiers. Alors, vous avez organisé en 2009 les premiers Yabon Awards. Alors ça, c'est énorme, les Yabon Awards. C'est des Césars qui récompensent les meilleures blagues racistes. Alors, les propos racistes. Alors voilà, donc il y a eu Finkielkraut, voilà, évidemment, Luc Ferry, Yvan Rioufol du Figaro, évidemment. Et Zemmour était nominé, mais il n'a rien eu. Non, il a été battu par Éric Raoult. Ah, mais il était en bonne position, effectivement. Vous vous êtes surpassé, mais je pense que vous serez candidat pour cette année. Je renonce jamais. Vous êtes récurrent et on sent bien qu'il y a une volonté de gagner les Yabon Awards. Alors, Éric, à la fin de votre livre, donc Mélancolie française, vous dites que l'échec de l'intégration des immigrés met en péril l'identité française. J'explique que nous avions un modèle d'assimilation qui est qu'il n'y a aucune différence entre les Français, qu'il n'y a pas de différence de race, etc. Et que simplement, j'allais dire en échange, l'immigré se fond dans la communauté nationale et renonce à une partie de ce qui est lui-même pour adopter les mœurs, les us et coutumes de la France. Et donc, chaque génération d'immigrés s'approprie ces codes culturels. Et à partir des années 70-80, on a eu des revendications de droit à la différence et c'est pour ça qu'on a renoncé au mot assimilation. Et on a l'intégration qui ne veut rien dire. Et on a en fait un régime bâtard qui est que les nouveaux immigrés ne s'assimilent plus, veulent garder des coutumes qui ne sont pas propres à la France, et d'où le choc, si vous voulez, entre une population que vous appelez comme vous voulez, autochtone, de souche, etc., enfin bref, et des nouveaux enfants d'immigrés qui, eux, disent on nous demande des choses, nous on a fait ce qu'il fallait, on est français, puis voilà. Et les autres qui disent ah oui, mais ils ne sont pas assimilés comme l'étaient les fils d'Italiens, les fils d'Espagnols, etc. Vous parlez comme si vous considériez que la France avait une identité qui était monolithique et figée. Or, elle évolue, évolue, on mange non. Et bien sûr que si elle évolue. Moi, je vous ai entendu, par exemple, critiquer le fait qu'une ministre de la Justice prénomme son enfant Zora. Absolument. Or, il y a aujourd'hui des Français qui s'appellent Mohamed, qui s'appellent Mouloud. Ils ne sont pas moins français que vous. Mais je suis et je ne vois pas en quoi le fait que vous appeliez Eric fait de vous un meilleur français que moi qui m'appelle Rokhaya. Non, mais Rokhaya, lui, il dit... L'assimilation, quand on veut être français, on prend un prénom français. Et fait l'effort de rentrer dans les moules culturels de la France. Alors, ce que j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est en quoi le fait que je porte le prénom que je porte fait de moi une non-assimilée, une Française moins française que les personnes qui portent un... Alors, j'aimerais bien que vous me l'expliquiez. Il va vous le dire, ok. Mais c'est très simple. Je vous écoute. La France est construite depuis 1500 ans sur, j'ai expliqué, Rome et le christianisme. Donc, vous me posez une question. Si vous ne me laissez pas répondre, c'est pas la peine. Je vous écoute. Donc, le christianisme imprègne ce pays, a fabriqué ce pays. Le christianisme, il y a des prénoms chrétiens. Vous savez qu'il y a encore 30 ans, le préfet interdisait aux parents
de donner des prénoms non chrétiens qui n'étaient pas dans le calendrier. Il y a 2 lois. Je ne veux pas... 1965... Éric Zemmour, je suis désolée, je vous interromps parce que je ne vous demande pas un cours d'histoire, je vous demande juste une réponse à une question très Mais voilà, simple. ma réponse, elle est faite. Alors si je peux On appelle les enfants comme on veut. Non, Kaya, c'est joli. Mais Moi, c'est ma pas- fille, elle n'a pas un nom français, c'est joli. Ça me plaît. Elle s'appelle Sacha. Alors voilà. C'est joli. Et ça me plaît. Oui, mais ça te plaît, mais la liberté absolue n'est pas constitutive d'une nation. Éric. Pour constituer une nation, il faut des disciplines. Moi, mademoiselle, c'est mon histoire. Mais moi aussi. Mouloud, c'est mon Mais moi histoire. Hein, c'est l'histoire de notre pays, comme Moshe, c'est l'histoire de notre pays. Mon cher ami. Et c'est ça qui Je peux fonde la répondre France moderne aujourd'hui. Mais il n'y a que du pessimisme chez toi. C'est ça qui me nave. Je peux être ton père et Ça, je c'est serais autre désespéré chose. de voir mon Ça, c'est fils autre chose. être aussi pessimiste que ça. Je pense que tu mélanges à la fois le plan politique, social et culturel. Et que tu fais une espèce de bouillabaisse pour arriver à un propos qui te fait rapprocher de l'extrême droite française, comme dans les années 30, avec les Juifs. Bon. Ce que je veux te dire, ça y est, sur ça le plan... commence. Non mais attends, La troisième internationale. Non. On n'est pas d'accord avec eux, donc Pas c'est du tout. fasciste, c'est Pas du fasciste tout. et raciste. Non mais c'est les mêmes méthodes. Tu ne nieras pas que d'avoir la couleur de peau qu'elle a, hein, ou s'appeler de telle ou telle façon, fait que tu n'as pas la même situation en France face à un policier ou face à une administration. J'ai dit justement, c'est une honte. C'est pour ça que les gens donnaient des prénoms dits français ou catholiques. Mais c'est justement pour montrer qu'ils faisaient un effort. Mais sauf que les prénoms ne changent pas la couleur de peau ni le faciès. On va prendre un exemple précis, le Quick Burger halal. Voilà. Alors, Éric parle de la halalisation de la France. Parce que justement, contrairement à ce qu'ils prétendent à ma droite, les gens ne se mélangent plus mais se séparent parce qu'ils ne veulent plus vivre ensemble parce que justement, c'est un danger. On a C'est permis vrai. à chacun C'est et un à chaque danger. groupe, au nom de la liberté individuelle défendue par l'ami à ma gauche, en fait, c'est la liberté de la tribu et du groupe d'imposer ses règles. Non, mais alors là, Éric Zemmour, je pense que vous caricaturez la réalité. Si je peux me permettre, je pense que les quartiers, notamment populaires, sont organisés de cette manière-là parce qu'il y a une ségrégation spatiale qui existe pour des raisons sociales. Évidemment, vous le savez très bien, les gens ne vont pas de leur propre gré se regrouper pour des raisons d'origine. Eh bien, vous avez tort. Non, j'ai pas tort, je le sais très bien. Les gens sont au contraire. Vous croyez vraiment que les gens aiment habiter à la Courneuve ou à Clichy-sous-Bois? Vous croyez qu'ils le font parce que c'est une ville qu'ils trouvent sympathique? Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, Éric Zemmour. Vous savez très bien. Vous savez très bien que si vous n'allez pas à Clichy-sous-Bois, c'est parce que vous avez les moyens de vivre ailleurs. Et les gens, s'ils avaient les moyens de vivre dans d'autres endroits, ils vivraient probablement dans votre quartier. Moi, mademoiselle. Ça ne vous ferait peut-être pas plaisir, mademoiselle. mais ils vivraient dans votre quartier. Mademoiselle. Oui, monsieur. J'ai grandi en banlieue. Dans les Mon années grand-père 60. était à Nous sommes Montreuil. aujourd'hui en 2010. Les banlieues et donc si je ne suis plus dans les banlieues, c'est parce que j'ai travaillé. C'est parce que j'ai travaillé, mademoiselle. J'ai travaillé à l'école. Vous pensez que les gens de banlieue ne travaillent pas, Éric Zemmour? Je peux parler. Donc vous ne faites pas le coup de vous vivez dans les beaux quartiers, s'il vous plaît. J'ai grandi dans les banlieues et dans ma famille, il y avait des gens qui habitaient aux 4000 de la Courneuve. Alors on a connu les mêmes conditions. Ne me faites pas le coup du bourgeois, ça marche pas. Deuxièmement, vous avez tort. Quand on vient d'un pays étranger, on aime bien retrouver les siens et c'est bien humain. Mais les gens ne viennent pas des pays mais vous allez étrangers, arrêter de ce sont m'interrompre toutes les 2 minutes, ça suffit. Laissez-le parler. Enfin. Vous devenez agressif. Mais je deviens agressif, je m'énerve. Vous me faites peur. Si vous me coupez la parole toutes les 30 secondes, on arrête. Je vous laisse parler. Merci. Je vous laisse parler. Alors, les gens, contrairement à ce que vous dites, aiment bien retrouver les leurs et c'est bien humain, on est tous comme ça. Bon. Oui, monsieur Zemmour. Oui, mademoiselle. C'est mieux déjà. On va y arriver. Deuxièmement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme il y a dans certains quartiers une majorité de gens qui viennent de l'immigration arabo-africaine, et c'est tout à fait normal aussi, ils vivent à leur manière. Et donc, les gens minoritaires, les Français autochtones minoritaires, dès qu'ils peuvent, quand ils ont les moyens, s'en vont. Parce qu'ils en ont les moyens. Quand ils ont les moyens. Parce que pour les petits vieux qui n'ont pas les moyens, ils restent là et ils sont obligés de faire des kilomètres pour trouver une boucherie qui ne soit pas halal. Justement, c'est ça toute l'histoire. Et donc, dès qu'ils peuvent, ils quittent ces coins-là. Et c'est pour ça que les gens se séparent. Et c'est pour ça qu'après, on parle de ghetto et de ségrégation. C'est parce que aussi,
Il y a des trafics dans ces quartiers. Non, mais alors là, vous mélangez tout. Je ne mélange pas tout du tout. Ils ont des coutumes obscures, ils pratiquent la polygamie, l'exclusion. Oui, il y a de la polygamie aussi. Là, vous êtes en plein, et il y a beaucoup de délinquance, pas du tout. Il y a beaucoup de trafic. La délinquance n'est pas l'apanage des quartiers populaires. Vous connaissez nos politiques. On a quand même un maire de Levallois qui est quand même un délinquant notoire, qui n'est pas issu des quartiers populaires. La délinquance accourt dans les milieux que vous fréquentez également. Entre le trafic de drogue et la délinquance en col blanc, il y a une petite différence. Non mais Eric, tu prends l'histoire à un moment donné, comme s'il n'y avait pas une séquence avant. Alors tu dis, les gens, à un moment donné, veulent vivre comme ça. Non, oui. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Mais laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Attends. Pas forcément... Bah si. Pas forcément... Non, pas forcément... Bah si. Ah bon, c'est pas pour ça. Eric. Bah si. Eric Zemmour, là, vous moi, je l'ai vécu. Mais non, mais c'est la vérité. Là, vous êtes la caricature de vous-même. Arrêtez-vous. Moi, je l'ai vécu dans ma propre famille. Ma petite fille est métisse. Son père est togolais. Et sur une moto, arrêté parce que noir, parce que métisse, et on demande les papiers. Et moi, je suis en voiture devant, on est en dîner de famille, et je suis obligé d'attendre et d'aller voir les policiers français pour leur dire « Mais pourquoi vous leur demandez leurs papiers et pas à moi ?» Je vous ai répondu. Non, ah oui, parce qu'une môme qui a 14 ans à l'époque et qui est métisse, potentiellement dangereuse. Alors, ne raconte pas l'histoire à partir de la séquence qui t'arrange. On ne fait pas l'intégration en une génération. Et tu prends à une séquence donnée de l'histoire de France. C'est la troisième génération. Et alors, ça va mettre le temps que ça mettra. Mais encore une fois, je te dis, tu prends 5% de faits divers par rapport à 95% de choses qui se passent bien. On ne dit jamais les choses qui se passent bien, les réussites chez les enfants d'immigrés. Non, il n'y a qu'un truc pour finir que je voudrais dire, c'est qu'en fait, personne ne parle jamais de l'immigration asiatique. C'est-à-dire que là, il y a une vraie séparation. Vous parlez de séparation. S'il y a bien des gens qui vivent entre eux, c'est bien les Asiatiques. Mais vous avez 100 fois raison. Nous sommes passés à un nouveau modèle qui touche aussi et presque d'abord la communauté asiatique, qui est un système communautariste. C'est l'Amérique. Où les gens, exactement. Mais est-ce que ça vous embête, ça? Moi, ça me désole. Ah bon? Le premier des communautarismes est blanc et masculin. Il suffit de regarder la composition. Vous n'êtes pas là depuis 2000 ans, Éric Zemmour. Les blancs sont là depuis 2000 ans. Vous n'êtes pas là depuis 2000 ans. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui. Laissez-moi parler. Il n'est pas normal que le Parlement soit composé aujourd'hui à 82% d'hommes et qu'il n'y ait qu'une seule personne. Présentez-vous. Vous savez très bien. Faites-vous élire. Mais je ne suis pas là pour être élu. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dénoncer une Assemblée nationale qui est à 82% masculine et qui non. Mais vous ne me laissez pas parler, Éric Zemmour. Et dans laquelle il n'y a qu'une seule personne non blanche qui représente l'Hexagone. Bien. Très bien. Je trouve très bien, moi. Bien, Rokhaya, j'étais heureux de vous connaître, en tous les cas. Merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Éric Brun-Sanglard. Éric Brun-Sanglard, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour un livre bouleversant, Au-delà de ma nuit, aux presses de la Renaissance, dans lequel vous racontez comment le jet-setter que vous étiez, le directeur artistique dans la pub, est devenu aveugle après avoir été contaminé par le virus du sida, et comment, malgré ce handicap, vous avez réussi à devenir l'un des architectes d'intérieur les plus renommés du monde. Waouh! On en parlera à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Comment ça va? Ça va bien, c'est très juste ce que vous avez dit, parce que Valérie Damido, qui a 10 aux 2 yeux, elle fait vraiment de la merde. C'est étonnant. Comme quoi? Comme quoi c'est... Absolument, Stéphane. À quoi ça tient? À rien. À vous, Stéphane, pour la semaine de Lyon. Suite aux ravages occasionnés par la tempête Xynthia, Nicolas Sarkozy demande un plan digue à Jean-Louis Borloo. Excellente idée. Borloo, il ne supporte pas l'eau, que ce soit pour se laver ou dans un verre. Ça le rend hystérique. Il va faire du très bon boulot. À Haïti, des inondations tuent au moins 10 personnes. Ah, les petites bites à Haïti.
53 morts chez nous. Quand je pense à la mobilisation qu'il y a eu autour d'Haïti, les concerts, les machins, c'est toujours les mêmes qu'on aide. Ça m'énerve. « 32 morts à Madère, ravagés par des torrents de boue. » Bon, arrêtez vos conneries. Hein. Le record de morts par noyade, c'est nous. Pour une fois qu'on gagne un truc, fichez-nous la paix. On vient de se prendre une branlée au foot par les Espagnols. Les champions par noyade, c'est nous. Oui. En 2009, lors d'un congrès sur l'architecture, Nicolas Sarkozy avait déclaré vouloir construire en zone inondable. Voilà. Encore une promesse qui ne tiendra pas. Au salon de l'agriculture, Nadine Morano a trait une vache devant des enfants. Je comprends pas, Morano. Je comprends pas. Il y a 10 jours, elle tape un scandale à propos d'une campagne anti-tabac où, franchement, il ne se passe pas grand-chose. Et là, devant des gosses, elle fait gicler un pis en le caressant. C'est dégueulasse. Au salon de l'agriculture, certains animaux cohabitent mieux que d'autres. Le porc, par exemple, sourit quand il croise la vache. Gilbert Montagnier est convaincu de gagner en Auvergne. Si je m'engage, dit-il, c'est pour déshandicaper l'Auvergne. Il a raison, Montagnier. Ce sont tous des handicapés en Auvergne, des bras cassés, de vrais Mongoliens. Montagnier, il est aveugle, mais il sent les gens comme personne. Carrefour vient de réintégrer 2 des 4 vigiles qui avaient tué un SDF suite à un interrogatoire musclé. La famille de la victime s'indigne. Oh. D'abord, il était antillais, le SDF. Oui, les vigiles de chez Carrefour, en cas de problème, pour signaler les origines de l'individu, ils utilisent un code. Par exemple, le 1, c'est pour les jaunes, le 2, les chocolats, et le 3 pour les cafés crème. Ouais, on s'amuse hein, avec les toquis chez Carrefour, on s'amuse. Ensuite, l'antillais, enfin, le négro, il avait piqué un paquet entier de mi-choco. Et la semaine dernière, on l'avait gaulé avec des savanes brossards. Donc il était prévenu, Bamboula. Alors on l'a un peu secoué, Blanche-Neige, et il est mort. C'est pas grave. Avec Carrefour, je positive. Alors, je vous donne l'adresse de l'hypermarché si vous avez envie de faire des courses ce week-end, pour savoir passer l'éponge. C'est le Carrefour de Lapardieu, à Lyon. Foot. Mauvais démarrage pour l'équipe de France, battue 2-0 par l'Espagne. Henry était blessé, tendinite au niveau du pouce et il... En Angleterre, un animateur télé meurt par asphyxie après un jeu sexuel en solitaire. Nous, en France, on a un animateur télé adepte des jeux sexuels en solitaire. Mais bon, il fait gaffe, quoi. Il prend pas autant de risques, hein. Zemmour, toi qui l'as bien connu. Stéphane, c'était un magazine, un paquet de Kleenex, mais il n'y avait jamais d'autre chose, quoi. C'était... Hein. Malaise croissant à Disneyland Paris, suicide, tentative de suicide et dépression chez les salariés. Faut chanter la chanson de Balou quand ça va pas. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Pierre, par exemple, salarié chez Disney, tyrannisé et humilié pendant des mois par son supérieur, et qui a menacé récemment de se couper les veines. Faut qu'il chante, Pierre, hein? Faut qu'il chante. Disney, c'est le rêve, la magie, Disney. Hein? Allez, hop. Allez, hop, allez, on chante. Voilà, allez, on chante. Voilà, c'est la magie, Disney. C'est la magie, allez. Voilà, allez, on chante.
Stéphane Dion, que nous retrouverons ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Alors Éric, rebonsoir. Vous publiez aux Presses de la Renaissance, Au-delà de ma nuit, un témoignage stupéfiant et émouvant qui nous éclaire sur les ressources insoupçonnables de l'être humain et comment on peut arriver à transformer sa maladie et son infirmité en une destinée assez fabuleuse. On va voir ça. Alors Éric, votre livre m'a d'autant plus ému que j'ai habité Chamonix et qu'enfant, j'ai acheté mon matériel de ski dans le magasin de votre famille, chez Sanglar Sport. Moi aussi, j'aimais construire des cabanes dans les arbres. Moi aussi, je rêvais d'ailleurs. Et moi aussi, mes insolences m'ont valu d'être envoyé au pensionnat Saint-Michel, chez les curés, à Annecy. Moi aussi, j'ai connu les gestes douteux des bons pères, sauf que j'ose pas en parler. Mais contrairement à vous, j'ai pas connu l'arrivée des filles à Saint-Michel. Alors, quand les filles arrivent, vous rencontrez une fille qui s'appelle Lorena. Vous découvrez à ce moment-là le grand amour, mais très rapidement votre homosexualité. C'est-à-dire qu'à un moment, vous n'êtes plus à Saint-Michel, vous êtes à Lyon, au Chartreux, et vous jouez à Verlaine et Rimbaud avec un ami parisien tous les week-ends. Je découvre mon homosexualité, je découvre quelqu'un qui me comprend, avec qui on partage des moments assez passionnés parce qu'il était pianiste. J'étais un peu sa muse quelque part. Ouais. C'était très beau, mais j'avais 16 ans et il en avait 10 de plus. C'était trop, quoi. J'étais pas prêt à vivre cette histoire à cet âge-là. Ouais. Et là, vous fréquentez, comme moi, la rue Sainte-Anne, le 7. Enfin, vous rencontrez Paloma Picasso, Grace Jones. C'est marrant parce qu'en fin de compte, c'était pas quelque chose qui m'impressionnait beaucoup. J'étais plus un spectateur. J'ai l'impression que c'était pas mon chez-moi, c'était pas vraiment ma vie. J'étais sur le côté et j'observais. Ouais. Alors, à 18 ans, lors de vacances à Djerba, une gitane vous dit, en vous faisant les lignes de la main, vous allez déménager sur un autre continent dans l'année et à 33 ans, une partie de vous mourra. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Mais je me disais toujours, de toute manière, je déménage nulle part, j'ai aucun plan de déménager, donc ça peut pas être possible. Et un an plus tard, vous êtes aux États-Unis. C'est là, à ce moment-là, où j'ai commencé à repenser très, très souvent à ce qu'elle m'avait dit sur les 33 ans. C'est encore trouble. Alors là, aux États-Unis, vous fréquentez les milieux de la pub, de la mode, beaucoup de sexe à cette époque, hein, beaucoup de drogue aussi, jusqu'au jour où vous découvrez que vous êtes porteur du virus du sida. Vous en parlez à vos parents. La réprobation est terrible. J'ose même pas citer la phrase de votre frère, qui est d'une homophobie absolument extraordinaire. Et là, vous comprenez qu'il faudra vous relever tout seul, que vous pouvez compter sur personne, Éric. Tout à fait. C'était un moment très, très dur, parce que c'est vraiment un des moments où je me sentis le plus seul de ma vie, en fin de compte. Voilà, alors là, vous créez votre société de direction artistique. Ça cartonne, hein, ça marche très, très bien. Et là, un jour, en 1994, vous êtes en voyage d'affaires en Suisse, vous conduisez une voiture, à un moment, vous êtes gêné pour conduire, vous avez une tache noire qui danse comme ça sur votre rétine, et quand vous allez voir un toubib, on vous annonce effectivement que vous avez un cytomégalovirus, ce qui veut dire que vous allez perdre la vue et mourir assez rapidement. Il m'annonce ça d'une manière assez froide. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il me dit, il faut tout de suite que tu ailles à l'hôpital et que tu commences de la chimiothérapie. Voilà. Et là, vous vous rappelez ce cauchemar qui vous hante depuis l'âge de 6 ans, un homme en noir avec une canne blanche. Ouais. C'est incroyable, quand même, ça. Ça, c'est incroyable. De plus que ma vue, il n'y avait pas du tout de problème. J'ai jamais eu de problème de vue à cette époque-là. Dans le bouquin, vous racontez vos traitements, piqûres dans les yeux qui vous font vous évanouir, réveil en vomissant. Vous devenez de plus en plus aveugle, effectivement. Et à un moment, il vous reste 2 anticorps, alors que d'habitude, on en a entre 500 et 2000. Avec beaucoup d'humour, vous baptisez ces 2 anticorps Adam et Ève. Ouais.
C'est extraordinaire. Vous avez une espèce d'énergie. Vous avez une énergie et vous vous en sortez de nouveau. C'est-à-dire votre vie, c'est vraiment les montagnes russes. Je sais que c'est la philosophie que j'ai de ma vie, c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine foi intérieure sans savoir, sans comprendre et d'aller devant. Alors voilà, là vous cherchez du boulot et vous décidez pour commencer de remettre à neuf une maison pour la revendre. Alors vous avez du mal évidemment à matérialiser vos idées évidemment parce que vous êtes aveugle jusqu'au jour où votre compagnon dessine sur votre corps. C'est extraordinaire, c'est Prison Break là. Il dessine sur votre corps ce qu'il voit, quoi, de façon à vous mettre en contact avec ces maisons à rénover. On avait essayé plein de différentes techniques et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, il a commencé sur mon dos et mon dos, ça ne marchait pas vraiment. Et il a commencé donc sur ma poitrine, là, sur le cœur, en fin de compte. Et là, tout d'un coup, je l'ai vraiment ressenti, j'ai vraiment compris ce qui se passait et c'était la meilleure technique. Et encore aujourd'hui, je l'utilise très, très souvent pour visualiser les choses. Et vous commencez à faire des maisons et vous devenez, c'est le nom qu'on vous donne aux États-Unis, the blind designer, c'est-à-dire l'architecte d'intérieur aveugle. C'est quand même extraordinaire. Vous avez fait une maison qui a été rachetée par Penelope Cruz en plus, ça marche super bien. Vous avez restauré un manoir dans lequel vivait Coppola pendant le tournage du Parrain. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me dis, comment il peut faire? Enfin, tout le monde se dit, mais comment est-ce qu'on peut vivre cette vie de designer quand on est aveugle? Vous arpentez les pièces de long en large, vous touchez tout, vous mémorisez les textures, les galbes. Hein, c'est ça, Eric? Oui. Toute pièce, toute maison, tout matériau, même les couleurs ont une énergie. Je sais que c'est difficile de parler d'énergie aux gens qui voient, parce qu'ils pensent qu'en fin de compte, c'est les yeux qui leur donnent toutes les informations. Alors que c'est pas du tout vrai, parce que vous mettez, et c'est une expérience qui est dure à faire au début, mais vous mettez votre main sur une certaine couleur, vous allez sentir une chaleur sur certaines couleurs, ou un certain froid, ou il y aura une réaction chimique qui se passe. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que quand vous visitez une maison sur laquelle vous avez travaillé, vous guettez les courants d'air, vous essayez de sentir les flux d'air. J'utilise l'air, par exemple, pour donner des odeurs agréables dans les maisons, parce que aussi l'odeur, c'est quand même un des sens les plus importants chez nous. J'utilise vraiment tous les sens, que ce soit les odeurs, que ce soit le toucher, que ce soit les sons, parce que les sons sont très importants, les matériaux que je vais utiliser. Et le soleil aussi, c'est-à-dire que vous vous mettez à certains endroits, vous captez le soleil qui arrive à cet endroit-là, et ça vous aide dans votre travail d'architecte d'intérieur. Ça m'aide pour beaucoup de choses. Ça m'aide pour le placement de certains meubles. Ça m'aide pour décider le genre d'atmosphère, parce que le soleil va changer l'atmosphère d'une pièce. Moi, je trouve que c'est un des trucs les plus dingues que j'ai vu dans ma vie. C'est le blind designer. Ce qui est marrant, c'est que j'y ai jamais pensé, vraiment. C'est pas quelque chose qui est devenu tellement naturellement que pour moi, ça a toujours été normal. C'est pas étonnant. Je suis aveugle, mais je suis l'aveugle spécial. Et aux États-Unis, vous êtes une star. Hein. Il y a une émission de télé sur vous. En France, vous allez le devenir avec ce livre. Alors, vous dites, mourir était une solution apaisante. Apprendre à vivre aveugle était beaucoup plus dur. Oui, en effet, parce que quand on se prépare à la mort, ça devient surtout quand on souffre, quand on a des moments tellement durs comme j'ai passé quand même. J'étais plein de tuyaux, de chimiothérapie, de vomir, je pouvais plus rien manger. C'était l'horreur, quoi. C'était devenu un calvaire de vivre. Donc la mort, c'était pour moi quelque chose d'attirant. C'était le soulagement total. Donc après, quand on m'a dit, la surprise, c'est que tu vas pas mourir, mais tu vas rester vivant aveugle. En fin de compte, ça a été plus dur. Vous allez faire quoi, Eric, maintenant, alors? Aujourd'hui, je crois que d'être un peu l'élève de la vie, j'ai envie peut-être de faire partager les leçons que j'ai apprises. Je commence du coaching, parce que j'ai réalisé une chose aussi, c'est que dans le design, c'est que souvent les gens qui ont des problèmes dans le design, c'est parce qu'ils sont un peu coincés quelque part dans leur vie. Et j'ai prouvé ça dans un show de télévision qui a très bien marché aux États-Unis. Absolument. Oui. Et en prenant, en fin de compte, tout en faisant le design de leur maison, décoincer un peu où ils étaient dans leur vie. Par mon expérience, par tout ce que j'ai appris et aider les autres, c'est quand même assez génial, quoi. Éric Zemmour, vous qui êtes tellement pessimiste, quand vous le voyez là,
Ça doit vous donner du courage quand même, ça doit vous donner de l'espoir. Mais je ne suis pas du tout pessimiste pour les individus. Ouais. Je suis pessimiste pour l'époque, les mouvements de société, mais je sais que chaque individu peut trouver en lui une force inouïe. Les ressources de l'être humain, quand on voit Éric Brun-Sanglar, c'est extraordinaire. Il y a une expression qui dit « bigger than life ». Ouais, mais il est bigger than life, c'est sûr. Ouais. Voilà. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. C'était Salut les Terriens avec Bernard Murat pour Audition de Jean-Claude Carrière, avec Jean-Pierre Mariel, Audrey Dana, Manu Payet, Roger Dumas, au Théâtre Édouard VII, Éric Zemmour pour Mélancolie française chez Fayard de Noël, François-Xavier Demaison pour Sans laisser de traces de Grégoire Vigneron, avec Benoît Magimel, Julie Gaillet, Léa Seydoux, en salle mercredi. Rokhaya Diallo, présidente de Les Indivisibles, chroniqueuse sur RTL, et Éric Brun-Sanglar pour Au-delà de ma nuit, aux presses de la Renaissance. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. On se retrouve samedi prochain à 19h. D'ici là, sur canalplus.fr. Je vous laisse avec mes amis d'Action Discrète et de Groland. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.